Pour commencer, je vais vous dire peut-être un mot de choses qui vous ont déjà été dites sur le traitement du signal auditif par le système auditif dans sa globalité. Alors, le signal auditif, il commence à être traité dans l'oreille. Le son, c'est une onde de pression, simplement. Et le rôle du système auditif, finalement, c'est de transformer cette onde de pression, qui est une information purement mécanique, en une information d'ordre électrique qui doit être traitée par le cerveau et qui peut être traitée par le cerveau justement parce qu'elle est électrique. Et le rôle de l'oreille, c'est de transformer donc cette information, qui est une information mécanique sonore, en un signal électrique perceptible et interprétable par le cerveau. Dans l'oreille, peut-être la fonction la plus essentielle de l'oreille, c'est de faire une analyse fréquentielle des sons, c'est-à-dire de prendre toute l'information sonore, quelle que soit sa fréquence, et de la débrouiller en différentes fréquences. On va regarder simplement une petite vidéo qui va vous montrer la façon dont ça fonctionne de façon très grossière. Vous avez une onde sonore qui pénètre dans l'oreille et qui, par simple effet mécanique, va faire vibrer le tympan. Le tympan vibre à la fréquence du son extérieur. Il y a, après le tympan, des osselets qui vont apporter cette information à l'oreille interne, et dans l'oreille interne, un système extrêmement complexe sur lequel on ne va pas revenir, mais qui va faire essentiellement vibrer des cellules qui sont sur une membrane. Et vous voyez que les sons de différentes fréquences font vibrer la membrane à différents endroits. Si on écoute une musique, dans nos oreilles, pour ceux qui ont une audition fonctionnelle, il se passe cette sorte de chose-là, c'est-à-dire que la membrane va vibrer à différents endroits, et c'est ce qui va faire l'analyse en fréquence du signal sonore. On va laisser Jean-Sébastien Bach, c'est joli. Vous verrez à la fin, il y a un touti, donc toutes les fréquences sont quasiment représentées, et de façon quasi magique, eh bien, l'ensemble de la membrane dite basilaire va vibrer, faire bouger les cellules qui sont situées dessus. Ces cellules vont elles-mêmes apporter une information d'ordre chimique au nerf auditif, et le nerf auditif va apporter cette information partagée dans les différentes fréquences du message sonore au cerveau. Et ça, c'est le point important. C'est qu'on ne peut pas considérer que l'audition se résume à ce capteur périphérique. Quand je parle, j'ai certes un micro ici, mais le son n'est pas fait que par le micro. Il y a un traitement du signal qui est fait là-haut par une machine, un amplificateur, un équaliseur, des baffles, des fils et des câbles qui vont traiter cette information sonore de façon à ce que vous puissiez l'entendre. Eh bien, dans le système auditif, nous avons un peu la même chose, avec un traitement du signal qui est extrêmement complexe et qui traite l'information essentiellement par deux voies. Une voix qui gère l'information de façon consciente, qui est une voix assez longue avec plein de relais, un croisement des voies auditives, c'est-à-dire que l'information qui est perçue par exemple par l'oreille droite va plutôt être traitée par le cerveau gauche. Inversement, si un son est perçu par l'oreille gauche, il est plutôt traité par le cerveau droit. Et tout le long du traitement de l'information qui part de l'oreille interne, ici, qui est conviée par le nerf auditif, amenée aux relais les plus bas situés dans le cerveau, eh bien, d'abord la localisation spatiale des sons, qui est faite ici. C'est grâce à ces structures très profondes qu'on sait si un son vient de la droite ou de la gauche. Puis une sorte de système de filtrage, ici, qui permet d'analyser les sons qui sont pertinents ou pas. Ensuite, un système qui met en communication l'information auditive avec la mémoire et l'émotion, ce qui est très important, en particulier pour la perception de la musique. Quand vous aimez une musique ou pas, eh bien, il faut bien que quelque part, quand même, les voies auditives soient reliées au système de l'émotion et de la mémoire pour savoir que vous l'avez déjà entendu, pour savoir que vous l'avez déjà aimé ou savoir que vous l'avez déjà détesté. Et puis seulement, et en bout de course, dans le cerveau, eh bien, une zone du cortex spécialisée va traiter l'information sonore, là également, spécifiquement en fonction de la fréquence. On va parler d'acouphènes, ça mérite une petite définition. Il y a différentes sortes d'acouphènes. Ici, on ne parlera que des acouphènes qui sont dits subjectifs. Les acouphènes subjectifs sont les acouphènes que seuls les patients perçoivent. Ça n'est pas enregistrable par une méthode directe, au moyen d'un micro, par exemple, qui serait mis dans l'oreille, sur le cou, sur la tête. Il n'y a pas de son qu'on peut enregistrer dans le système auditif périphérique. Mais le patient, lui, dit « j'entends un sifflement, j'entends un bourdonnement, j'entends les cigales, j'entends un bruissement, l'équivalent de l'eau qui coule, enfin différents types de sons ». Et on les distingue, ces acouphènes subjectifs, des acouphènes qui sont dits objectifs, c'est-à-dire quand le patient va ressentir par exemple une pulsation cardiaque parce qu'un vaisseau est resserré, ou un claquement musculaire parce qu'un nerf ou un muscle ne fonctionne pas correctement.
Et ces sons-là sont des acouphènes dits objectifs parce que nous, médecins, ou même l'entourage, peut les entendre. La patiente vient consulter en disant « Voilà, j'ai l'impression d'entendre le battement de mon cœur autour de mon oreille. Je peux mettre un stéthoscope sur l'oreille et entendre le son qu'elle entend. » À ce moment-là, l'acouphène est dit objectif parce que moi, médecin, moi, entourage, je peux l'entendre. C'est une très petite minorité d'acouphènes, ces acouphènes subjectifs. Les patients sont très demandeurs qu'on essaye d'enregistrer l'acouphène qu'ils entendent. C'est exceptionnellement possible. C'est probablement 5% des cas. Dans 95% des cas, l'acouphène est dit subjectif, c'est-à-dire que seule la personne est capable de l'entendre et nous ne sommes pas à même de pouvoir assurer un enregistrement de la perception auditive que décrit le patient. Et il faut bien admettre, au jour d'aujourd'hui, que la prise en charge des patients qui ont des acouphènes invalidants, c'est-à-dire qui déclarent une gêne importante, est palliative. On n'a pas de traitement qui permette aujourd'hui, de façon simple, de faire cesser l'acouphène de façon sûre et certaine chez l'ensemble des patients. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de soulager les patients. Ça veut juste dire qu'on a très rarement la possibilité d'éteindre la perception du sujet. Et c'est une situation qui est une situation globalement pas très sympathique, ni pour les patients, bien sûr, mais pas non plus pour les médecins. On aimerait bien réussir à avoir une solution reproductible, efficace, qui permette de soulager des patients qui viennent consulter dans les consultations ORL ou dans les consultations qui sont plus spécifiquement dédiées à l'acouphène. Et il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur la prise en charge de ce type de problème. Alors il y a une première chose qu'il faut qu'on résolve tout de suite, c'est, nous médecins, parce qu'on est très pragmatiques, on adorerait que les acouphènes, tous les acouphènes soient des acouphènes objectifs, que tous les acouphènes soient des bruits. Parce qu'en particulier pour les patients qui souffrent beaucoup, il y aurait une solution qui serait toute trouvée et très simple. Il suffirait d'enregistrer le signal perçu par le patient, ce qu'on sait très bien faire, et surtout, il nous suffirait de rendre la personne sourde, qui est peut-être très agressif, mais il y a peut-être ici, dans cette salle, des gens qui souffrent de façon extrêmement importante de la perception de leur acouphène. Ça peut conduire à des états d'insomnie chronique, d'anxiété réactionnelle, de désocialisation parce qu'on ne peut plus aller travailler, parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. Enfin, ça peut être extrêmement invalidant. Et pour ces patients-là, je pense qu'ils accepteraient bien volontiers de perdre l'audition d'une oreille plutôt que d'entendre ce signal qui les embête tant. Le souci, c'est que si on met des micros dans l'oreille des gens qui ont des acouphènes subjectifs, on n'enregistre jamais rien, et que quand on les rend sourds, ça ne change pas le problème. Et pour ça, on a un modèle, qui est un modèle extrêmement parlant à mon sens. C'est le cas d'une petite tumeur bénigne qui peut pousser sur le nerf de l'audition, qu'on appelle le neurinome de l'acoustique. Alors il ne faut pas que tous les gens qui ont un acouphène craignent d'avoir un kyste ou une tumeur dans le cerveau, parce que c'est rarement le cas, mais quand ça arrive, le patient vient consulter parce qu'il entend mal et qu'il a un acouphène. On va lui faire un bilan clinique, paraclinique, puis radiologique qui va authentifier le fait qu'il a un kyste sur le nerf auditif. Et de temps en temps, quand la tumeur est grosse, on est obligé de l'enlever. Et pour enlever la tumeur, on est obligé de fraiser allègrement, c'est-à-dire d'enlever, de réduire à néant toute la belle machinerie de l'oreille qu'on vient de vous montrer. Et puis on va couper le nerf quasiment au ras du tronc cérébral, c'est-à-dire au ras du cerveau, et le patient, après l'opération, n'a plus d'oreille, plus de cellules, plus de nerfs. Et les données statistiques sont assez imparables pour le coup. Ça a été publié il y a quelque temps par une équipe anglaise. Ils ont pris 170 patients qui avaient consulté pour un neurinome de l'acoustique et ils ont analysé le changement de l'acouphène avant et après la chirurgie. Eh bien, il y a quasiment 9 patients sur 10 qui ne décrivent aucun changement ni dans l'intensité de l'acouphène, ni dans l'intensité de la gêne que ça leur procure. Ça, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important pour laisser au moins penser de façon intuitive, même si ce n'est pas tout à fait simple à admettre, que l'acouphène n'est pas qu'un problème de son produit par l'oreille que le cerveau ne fait qu'entendre. Il y a bien quelque part un dysfonctionnement cérébral qui va perdurer quand bien même il n'y a plus d'oreilles en périphérie et plus de nerfs en périphérie. Alors l'idée,
c'est de dire, aujourd'hui, c'est un des grands... Il n'y a pas un modèle d'acouphène. Hein. Il y a plusieurs façons d'expliquer à la fois la présence du signal, la présence du son que perçoivent les patients qui souffrent de ça, et de la gêne que ça procure. Il n'y a pas un seul modèle, mais l'idée globale des modèles théoriques actuels, c'est de dire qu'il y a une lésion quelque part dans le système auditif périphérique, qui est l'endroit le plus fragile, l'endroit où sont ces petites cellules, mais qu'ensuite l'acouphène et la persistance de la gêne qu'il procure sont liés à un dysfonctionnement cérébral qui, lui, va vivre un peu sa propre vie indépendamment de ce qui continue à se passer dans l'oreille. Et il y a un exemple qu'on connaît depuis des années, qui ressemble beaucoup à ça, qui est une pathologie que même beaucoup d'entre vous peuvent connaître, c'est ce qu'on appelle les douleurs post-amputation. Le fait d'être privé, par exemple, de son bras, de sa jambe, et de continuer à percevoir le membre manquant comme s'il était encore là, et en plus de façon extrêmement douloureuse. Alors, ça aussi, c'est pas très intuitif de savoir pourquoi on a mal d'un endroit qui n'existe plus. Alors en fait, l'idée de fond de cette affaire-là, c'est de considérer que la douleur ne dépend pas que de la stimulation d'un capteur périphérique. C'est-à-dire, si je me marche sur le pied, là, dans mon pied, il n'y a rien qui fait mal, vraiment. Dans mon pied, il y a juste un capteur qui contacte, qui envoie une information à un nerf qui est dans ma jambe. Ensuite, un deuxième nerf est dans ma moelle épinière, dans la colonne, va monter vers le cerveau. Et dans mon cerveau, j'ai une zone qui est spécifiquement dédiée à mon pied, qui va s'activer. Et à ce moment-là, je vais ressentir la douleur. Et la douleur, c'est l'activation du système cérébral. Certes, elle est déclenchée par la stimulation périphérique, mais si je n'ai pas d'activation cérébrale, je n'ai pas de douleur. Ce qu'on peut parfaitement prouver en regardant ce que sont les anesthésies. On fait une anesthésie locale, on peut me couper le pied en tranches parce que mon cerveau n'est pas informé. Si on me fait une péridurale, le bas du corps fonctionne, mais le cerveau n'est pas informé, il n'y a pas de douleur. Et quand je suis anesthésié, en anesthésie générale, l'ensemble de mes muscles et de mes nerfs fonctionnent. Mais mon cerveau est éteint, du fait de l'injection de médicaments. Mon cerveau étant éteint, je n'ai pas non plus de douleur. La douleur, c'est l'activation cérébrale. Or, quand on ampute quelqu'un, si on coupe une jambe, ou si on coupe un bras, ou si on coupe un doigt, on va modifier de façon profonde et structurelle le système cérébral qui correspond à la perception, en l'occurrence tactile. Si je n'ai plus de pied, par exemple, dans mon cerveau, la zone qui code pour le pied ne va plus recevoir aucune information, ce qui est très antinaturel. Mon cerveau est structuré autour de cette perception. C'est même grâce à ça que je sais que je suis moi. Et le cerveau ne recevant plus cette information, dans la zone qui correspond au pied, va se mettre à dysfonctionner. Et cette hyperactivation, cette modification de fonctionnement du cerveau, va me donner à moi, et seulement à moi, la perception anormale de mon pied qui n'existe plus. J'ai vraiment mal, mais j'ai vraiment mal d'un endroit qui n'est plus là. L'idée des modèles théoriques centraux d'acouphènes est fondée sur cette analogie. C'est-à-dire que, au départ, 90% des gens qui ont un acouphène ont une perte auditive. Que ce soit par traumatisme sonore, et on sait qu'il ne faut pas s'exposer à des ambiances sonores trop importantes, que ce soit par toxicité médicamenteuse, il ne faut pas prendre des médicaments qui sont toxiques, indépendamment de l'actualité actuelle. Il ne faut pas laisser s'infecter une oreille de façon prolongée. Enfin bon, il y a des maladies qui vont abîmer l'oreille. Mais cette lésion de l'oreille ne peut pas à elle seule expliquer ce qu'est un acouphène. Et en fait, ce qui explique bien plus volontiers ce qu'est l'acouphène, c'est en fait que, quand l'oreille est abîmée, ce qu'on voit là sous forme de ce petit flash là, eh bien, le système cérébral va se mettre à dysfonctionner à ces différents étages et expliquer les différentes présentations cliniques que montrent les patients qui viennent nous consulter. Et en particulier, il y a une façon peut-être simpliste, mais en tout cas qui est assez élégante, c'est de dire que plus il y a une activation corticale, plus le patient va avoir conscience de son acouphène. Plus il le corrèle à un état d'émotion négatif ou positif, mais c'est généralement négatif, et plus ça va déclencher de réactions anxieuses ou dépressives. Plus il le traite avec cette sorte de filtre qui permet d'éliminer les perceptions inutiles, et mieux il va le tolérer. Donc le cerveau est
probablement très profondément impliqué dans la façon dont les patients vont vivre leur acouphène et le percevoir, indépendamment de la cause ici qui est périphérique et qui peut être variable. Alors on commence à avoir quand même des éléments à la fois d'imagerie ou d'analyse électrophysiologique qui authentifient ce dysfonctionnement cérébral. C'est pas très simple à faire, c'est des éléments qui sont plutôt indirects, mais que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, on a des modèles maintenant et des expérimentations qui permettent de mettre en évidence cette hyperactivité cérébrale anormale qui pourrait correspondre à la perception de l'acouphène. Alors je vais vous donner deux exemples qui sont peut-être plus simples à comprendre. Je ne sais pas si cette diapo se voit bien, c'est un patient qui a une sorte d'acouphène un peu curieuse, qui est que son acouphène change avec le sommeil. Il a un acouphène, il dort, et son acouphène va s'éteindre. Il va faire une sieste, par exemple, et l'acouphène va se réactiver. Il va redormir, et ça va s'éteindre. Pas à tous les coups, mais quand même de façon assez régulière pour que le patient le décrive. Et ici, on a deux IRM fonctionnels, c'est-à-dire une IRM qui regarde le cerveau fonctionner, en particulier dans les aires auditives qui sont situées latéralement ici sur les cortex. Ici, vous avez une situation qui est dite off, un jour où l'acouphène n'est pas présent, et ici, une situation où l'acouphène est on, c'est-à-dire où l'acouphène est présent. Et je crois qu'il ne faut pas être un grand neuroradiologue pour s'apercevoir que l'activation cérébrale ici est bien plus importante qu'ici. Est-ce que c'est vraiment la trace de l'acouphène? C'est une autre affaire. Mais en tout cas, on a vraiment bien l'impression de montrer que le cerveau des patients qui ont un acouphène fluctuant ne fonctionne pas de la même façon quand ils ont un acouphène que quand ils n'en ont pas, en particulier dans les aires auditives. De façon identique, chez l'animal, c'est une vieille expérience ici qui date de 2004. Quand on stimule un rat avec un son standard, un son normal, un bruit de ventilation quelconque, et qu'on l'euthanasie après pour regarder comment fonctionne son cortex, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une activation en bande de fréquence assez large. Si on stimule avec un son pur ici, c'est-à-dire juste une seule fréquence, eh bien il y a une seule bande d'activation ici qui est celle-là, qui est comparable à celle-ci. Tout le reste est éteint. Mais si on abîme l'oreille d'un rat, que ce soit en lui faisant un traumatisme sonore intense ou en lui donnant un médicament qui est toxique pour l'oreille interne, eh bien, dans les deux cas, vous avez une hyperactivation cérébrale qui n'a rien de commun avec celle qui est induite par un son standard. L'acouphène, au niveau cérébral, même là, ça ne se comporte pas comme un son. Maintenant que vous avez compris ça, je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus avant dans la deuxième partie de la présentation. C'est comment est-ce qu'on peut expliquer, de façon un tout petit peu plus précise, pourquoi est-ce que les gens ont un acouphène et pourquoi est-ce que de temps en temps ça peut les gêner. Alors, je crois que l'idée de fond de tout ça, c'est de dire que les systèmes sensoriels n'aiment pas les creux, n'aiment pas les vides. Quand il y a un creux dans un fond, les systèmes sensoriels ont tendance à considérer que c'est une forme. Alors, je vais vous montrer ça peut-être de façon plus intuitive en vous montrant un exemple visuel. Ici, vous avez 4 ronds. 4 ronds. Et là, vous voyez deux choses, probablement. Vous voyez 4 ronds, encochés, mais vous voyez ici certainement un rectangle. Il n'existe pas, hein? Mais vous voyez un rectangle. Votre cerveau, il est programmé pour essayer de trouver une forme dès qu'il y a un creux. Essayez de fixer les points blancs. Ils se colorent en noir. Je ne les colore pas à la main à chaque fois que vous les regardez. C'est horrible, dit madame. Alors, il y en a d'autres qui regardent ça de façon plus paisible. Hein. C'est-à-dire que la même perception ne va pas déclencher la même émotion chez tout le monde. Mais dans les trous, là, c'est votre cerveau qui met le noir. Ça ne se passe pas dans la rétine, ça. Ça se passe dans le cortex visuel. Eh bien, imaginez que vous ayez une perte auditive. Vous avez un audiogramme avec les fréquences graves qui sont normales, ici une perte auditive, et puis après ça remonte à des valeurs normales. Eh bien, imaginez que votre cerveau il dise qu'à l'intérieur, il y a une forme auditive. Et que de la même façon que tout à l'heure, vous voyez les points noirs colorer les trous, ben là, votre cerveau auditif remplisse le creux avec une information sonore. Vous allez percevoir un acouphène
qui correspond globalement en fréquence à la perte auditive que vous avez. Et il y a des très jolis papiers faits par des collègues de Sylviane Chéric-Rose ici présente qui ont montré que, quand même, l'acouphène avait une tendance à avoir quasiment la forme inverse de la perte auditive en termes de fréquence spectrale. Et ça, c'est une expérience clinique que nous, on a, c'est que le patient qui a une perte auditive sur les fréquences aiguës, mettons du côté droit, ne va pas percevoir un bourdonnement de l'oreille gauche. Il va percevoir un sifflement de l'oreille où il a la perte auditive, et en fréquence, les deux vont bien se comparer. Et finalement, on peut dire que l'acouphène est une sorte d'illusion perceptive. C'est-à-dire que le cerveau va faire émerger une forme auditive à l'endroit du creux perceptif. Ça ne veut pas dire que les patients ne voient pas ce qu'ils voient. C'est très difficile, il faut être pointilleux dans la terminologie. Là, on est tous d'accord pour dire que ça existe, les points noirs. On ne les invente pas tous. Mais n'empêche qu'ils n'existent pas quand même. Mais tous nos cerveaux sont globalement fabriqués de la même façon. Je dis globalement. Ça, c'est ce qui, dans les modèles actuels, explique le fait qu'il y ait une forme auditive qui émerge du déficit auditif. Maintenant, ça ne peut pas rendre compte de la gêne que ressentent certains patients. Il y a une deuxième étape qui est l'émergence de la gêne. C'est pourquoi est-ce que certains patients, alors qu'ils perçoivent globalement la même chose que d'autres, vont décrire une gêne et une réaction beaucoup plus importante et être dans un état d'intolérance qui est parfois majeur, alors que d'autres tolèrent très bien des situations qui sont quasiment identiques. Pour le coup, j'ai mis cette petite diapo qui est un travail qui est fait par une collègue de Toulouse, qui montre deux choses intéressantes. La première, c'est que quand on demande à un patient de comparer son acouphène à un son extérieur, l'intensité de comparaison de l'acouphène est généralement très faible. C'est-à-dire que quand vous dites à un patient, voilà, je vais vous faire entendre un son d'une certaine fréquence, et vous enlevez l'intensité jusqu'à obtenir un niveau qui est comparable à celui de votre acouphène, les seuils qui sont atteints sont généralement en dessous de 10 décibels au-dessus du seuil auditif, ce qui n'est pas très important. Et vous pourrez constater comme moi que pour des intensités, mettons, de 5 décibels, ce qui représente la moitié de la population, on peut avoir avec un acouphène à 5 décibels une gêne qui est extrêmement intense. Ça, c'est on cote ici la sévérité de l'acouphène sur des questionnaires qui sont standardisés. Pour répondre 15 ici, il faut répondre oui à une question du genre « mon acouphène me gêne pour des activités quotidiennes comme m'habiller ou jardiner ». C'est-à-dire que cette personne-là est extrêmement invalidée. Maintenant, on a l'impression qu'avec le même acouphène, d'intensité 5 décibels au seuil, certaines personnes décrivent une gêne quasi nulle. C'est problématique. Et ce n'est pas simple à expliquer. Et puis, il y a un autre élément qui est que quand on demande aux patients de comparer l'intensité perçue de l'acouphène, c'est pas de dire c'est fort par rapport à un son extérieur, mais je le sens fort, j'ai l'impression qu'il est fort, à l'intensité de la gêne que ça procure, là, pour le coup, il y a quasiment une corrélation qui est du 1 sur 1. C'est-à-dire que je perçois peu mon acouphène, il ne me gêne pas. Je perçois moyennement mon acouphène, il me gêne moyennement. Je perçois intensément mon acouphène, il me gêne beaucoup. C'est-à-dire que l'intensité décrite par le patient, c'est en fait l'intensité de la gêne qu'il ressent quand il perçoit son acouphène. Et ça, c'est difficile à comprendre pour tout le monde, en fait. Parce que si je perçois quelque chose très fort, intuitivement, j'ai envie de dire que c'est parce que son intensité spécifique a augmenté. Alors qu'en fait, ce n'est pas tout le temps le cas. Alors moi, je donne tout le temps un exemple au patient qui vaut pour ce qu'il vaut, parce que c'est une analogie, elle est par définition fausse, mais je me sers de ma bague. Je fais ça. Là, d'abord, je ne peux pas utiliser. Je vais faire comme ça. Non, c'est bon, on va faire comme ça. Là, j'ai deux perceptions d'abord.
j'ai la perception d'un signal en plus ici, mais ici j'ai la perception d'un signal en moins. Je prive mon cerveau de quelque chose qu'il connaît depuis longtemps. Et donc ici, j'ai une perception qui ne dépend pas de la présence d'un signal. C'est-à-dire que l'acouphène ressemblerait plutôt à ça qu'à ça. Et ensuite, je peux vous jurer que si je garde la bague à ce doigt-là, mon après-midi va être foutu. Je ne vais pas pouvoir travailler. Si je dois faire quelque chose de minutieux, c'est pénible. Et en fait, le signal est resté identique à lui-même. Mais ici, mon cerveau n'est pas du tout armé pour le traiter comme du signal négligeable. Alors qu'ici, oui. Je retrouve une situation confortable pour mon cerveau. La bague n'a pas doublé de volume, elle n'a pas augmenté en poids. Elle est juste à un endroit où mon cerveau ne sait pas la traiter correctement. On va dire, même si c'est une analogie, et je le répète, c'est faux, que la situation des patients qui restent invalidés par leur acouphène, c'est la situation de rester avec la bague à ce doigt-là. Et que la situation des patients qui s'adaptent, c'est probablement le fait que leur cerveau va finir par intégrer la perte auditive et l'acouphène dans le fonctionnement basal du système, et donc la perception va disparaître. Et en fait, ça explique un terme qui, à mon avis, a fait beaucoup de mal à la prise en charge des acouphènes, c'est l'habituation. On dit, il existe des techniques d'habituation. Pour le patient, ça veut dire, je dois apprendre à supporter un truc insupportable. Alors que l'habituation, c'est simplement le fait que mon cerveau peut être confronté à une situation qui, au départ, bien sûr, est gênante, mais il peut s'adapter avec une diminution de la gêne. Ce qui est par exemple le cas avec la bague. Au début où je l'ai mise, elle m'a bien sûr parfaitement embêté. Mais progressivement, j'ai eu une adaptation. La bague est restée, mais ma perception s'est éteinte. Et il y a beaucoup de techniques qui essayent justement de favoriser ces processus d'adaptation, et on va en dire un mot tout à l'heure éventuellement. Alors, il y a un modèle qui est ancien, mais qui essaye de rendre compte justement de cette mise en relation des voies auditives avec d'autres structures cérébrales qui peuvent expliquer la gêne induite chez certains patients qui ont des acouphènes. Et c'est un fameux modèle on appelle le modèle de Jastreboff, du nom du neurophysiologiste qui l'a inventé. L'idée, c'est de dire qu'au départ, il y a presque tout le temps un problème d'oreille interne, de cochlée donc, que parce qu'il y a un problème de cochlée, la détection d'un signal va se faire à un niveau profond du cerveau, ça c'est l'émergence de la forme, et qu'ensuite, il peut y avoir une évaluation dite perceptive, corticale, de cette information sonore parasite. Et que de temps en temps, chez certains patients, cette détection du signal va activer les voies de l'émotion et de la mémoire. Ce qui va mettre les patients dans un état de stress, par activation du système nerveux autonome, cet état de stress étant bien sûr lui-même évalué corticalement par le patient. Je sais que je vais mal et je sais que je suis dans un état de santé qui n'est pas normal et qui n'est pas celui qui précédait. Et finalement, ça fait un très très joli cercle vicieux. Et toute l'idée de Jastreboff, c'est de dire que finalement, et en bout de course, ce qui provoque la gêne chez les patients, c'est la persistance de ce cercle vicieux-là. Ce n'est pas un modèle définitif, mais c'est le premier qui a mis en relation les voies auditives et toutes sortes d'autres structures, en particulier le système limbique. Et il vient d'être montré très récemment par une équipe américaine qu'on peut mettre en évidence des activations en IRM cérébrale d'une petite zone du cerveau qui s'appelle le noyau accumbens, qui est justement qui fait partie de ce système limbique et qui pourrait être impliqué dans la gêne induite chez certains patients. Alors, maintenant, on en vient à la troisième partie de la présentation, qui est pourquoi diable est-ce qu'on va utiliser de la réalité virtuelle en matière d'acouphènes ? Alors déjà, il y a un petit mot d'explication à avoir sur qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle. C'est un très joli oxymore, hein, c'est deux termes qui sont parfaitement antagoniques et antinomiques, donc ça ne devrait pas être associé dans une expression. En fait, l'idée, c'est qu'on est capable aujourd'hui de mettre les patients dans des situations, on va dire, qui sont des jeux vidéo améliorés, où on peut leur faire vivre des situations qui sont comparables à celles qu'ils rencontreraient dans la vie de tous les jours, à la fois visuellement, auditivement et tactilement.
Alors ça utilise toutes sortes de systèmes extrêmement complexes, de casques vidéo 3D, de casques audio 3D, de tracking, c'est-à-dire de systèmes qui permettent en temps réel de savoir où est la position de la main, où est la position de la tête, où est la position du corps du sujet, et de délivrer par le biais de la vidéo, par le biais de l'audio, ou par le biais d'un récepteur tactile, l'impression au sujet qu'il est en train effectivement d'interagir avec le monde virtuel comme s'il était dans un monde réel. D'où l'explication de réalité virtuelle. Un point essentiel, c'est de savoir où est le sujet. Donc vous avez un sujet qui a ici un casque vidéo, et il est branché à un système de caméra qui permet en fait de suivre les mouvements du sujet pendant qu'il se déplace dans la scène virtuelle. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo explicative. Je peux peut-être couper le son éventuellement. Merci. Non, ça ne marche pas, mais bon, peu importe. Donc ça, c'est vous, ou moi, le sujet, dans une scène virtuelle. Il n'y a pas d'objet autour de vous, mais on vous met un casque sur les yeux par lequel on va vous faire voir la scène visuelle dans laquelle vous allez vous déplacer. Des caméras vont suivre les déplacements de votre tête, de votre corps ou de votre main au choix, ou de l'ensemble. La précision des caméras est de en dessous du millimètre, en gros, donc on peut savoir en temps réel où est vraiment chacune des choses qu'on traque. Les caméras sont branchées sur un ordinateur, le sujet est branché sur un ordinateur, l'ensemble est relié, et donc par le biais de ces ordinateurs, on va délivrer dans le casque vidéo ici une information visuelle que vous devriez voir tout de suite, qui est ça. Et donc, vous imaginez, moi j'ai mon casque vidéo là sur les yeux, je suis dans un espace vide, et quand je me déplace, eh bien la scène visuelle se déplace devant moi, et je peux être un peu comme si je visitais un appartement témoin, par exemple. Ou un peu comme si je me déplaçais dans une situation qui peut être anxiogène. Par exemple, si je suis vertigineux ou agoraphobe, le fait de m'approcher de la fenêtre va être très compliqué. Si on ferme complètement toutes les fenêtres et que je suis claustrophobe, ça va me poser un problème. Et donc on peut aider le patient à se confronter à des situations dont on maîtrise parfaitement tous les paramètres et aussi mesurer tous les paramètres internes au patient, par exemple son rythme cardiaque, sa fréquence respiratoire, éventuellement un EEG ou d'autres choses qui permettent de mesurer le retour qu'a le patient de cette immersion en situation virtuelle. Alors, ici vous avez la superposition des deux images qui va apparaître, on va regarder ça encore une seconde. Vous avez ici le sujet qui se déplace dans sa pièce vide, et en fait, vous voyez ce que lui voit à travers son casque quand il se déplace. Alors, il y a plein d'applications déjà hors médicales de la réalité virtuelle. Les plus connues, c'est la formation des pilotes de ligne, des pilotes de TGV qui ont des cabines de pilotage qui sont en réalité virtuelle, des conducteurs de train qui ont des cabines de train, et maintenant ça commence à se développer aussi dans l'apprentissage de la chirurgie, où on a des récepteurs tactiles qui donnent, quand vous opérez quelqu'un, l'impression que vous êtes vraiment en train de couper les chairs ou de tirer sur un muscle, et donc ça vous met dans une situation qui est réelle, avec un grand avantage en l'occurrence, qui est de ne pas faire prendre de risque au patient vu qu'il est virtuel. Tandis qu'avant, dans le temps, ma période, mon époque, on apprenait sur le pauvre patient et c'était un peu plus dangereux pour le patient. Mais il y a beaucoup d'applications en médecine, en particulier en psychiatrie. Le traitement des phobies a beaucoup bénéficié de ces applications en réalité virtuelle. Il y a d'autres indications en neurologie. En physiothérapie, c'est un point qui nous intéresse, nous, ORL, pas mal, c'est les vertiges. Et puis, depuis 2007-2009, vous voyez ici des références qui sont citées, on utilise la réalité virtuelle pour le traitement des syndromes douloureux post-amputation. Vous avez ici un patient qui est amputé du bras, et visuellement, on lui donne l'impression que son bras bouge et se déplace comme un bras normal. Et il a été montré
que le fait de faire ça calmait les douleurs post-amputation. Un peu comme si vous trompiez le cerveau. Le cerveau, il sait bien qu'il n'y a pas de main. Mais comme il en voit une, il est attrapé. Et comme vous lui donnez l'impression que c'est à nouveau là, eh bien, il se calme. Et comme il se calme, vous avez moins mal. Et puis, comme en plus, il y a possiblement une diminution de la réaction anxieuse, du stress induit par l'amputation, et que la situation est une situation de rééducation active où le patient est impliqué, on peut imaginer que ça diminue aussi l'anxiété générale, l'espèce de réaction phobique à l'amputation qui peut de temps en temps arriver. Donc, à la fois parce que la réalité virtuelle est utilisée dans des situations de contexte psychologique ou psychiatrique, et parce que la réalité virtuelle est utilisée dans le cadre des douleurs chroniques post-amputation, on s'est dit que ça pouvait éventuellement être pas une mauvaise idée d'essayer de les appliquer à l'acouphène, qui est l'équivalent d'une douleur chronique post-amputation et qui est une situation clinique qui peut déclencher chez certains sujets une réaction anxieuse, voire une réaction dépressive, voire une réaction de stress extrêmement importante. On avait juste un petit souci, c'est qu'il n'existait pas, jusqu'à il y a avant qu'on en ait eu l'idée, de système qui couple la réalité virtuelle visuelle et la réalité virtuelle auditive. C'est-à-dire de systèmes qui soient capables de, en temps réel, vous donner l'impression que vous vous déplacez dans un monde qui est à la fois visuel, mais aussi sonore. Non seulement il y a la pièce, mais il y a les bruits de chacun des objets qui sont dans cette pièce. Et donc, grâce à une collaboration entre notre service à l'hôpital européen Georges Pompidou et le service d'acoustique des salles de l'IRCAM, où ils ont vraiment une expertise mondialement reconnue dans ce domaine-là, on a réussi à faire le premier système qui permette de coupler les deux modalités sensorielles, et en plus en y ajoutant la modalité tactile, qui est qu'on peut déplacer les sons exactement comme on veut à l'intérieur du monde virtuel. On avait quand même au départ donc cette contrainte technique qu'on a réussi à surmonter, et un autre problème qui était celui de... Notre objectif final, c'était celui de pouvoir donner au patient l'impression qu'il manipule un son comparable à son acouphène dans cette atmosphère virtuelle. Un peu comme on donnait au patient qui était amputé l'impression qu'il manipule son membre manquant. Et bien là, on voulait donner l'impression au patient que la manipulation de l'acouphène était l'équivalent d'une situation ordinaire de la vie de tous les jours. Et donc on devait également pouvoir recréer un son qui ressemblait à l'acouphène, ce qui est loin d'être simple. Alors on a appelé ça un avatar, parce que les objets ou les personnes qui sont dans les mondes virtuels sont dits avatars. Alors avatar, en fait, ça c'est juste pour rire. C'est en fait une réincarnation de Vishnu, un avatar, dans son acception, dans son étymologie correcte. C'est seulement par une sorte d'extension anormale qu'on l'emploie comme un synonyme de mésaventure. C'est impropre, mais c'est courant. Et en particulier, j'ai donné cet exemple à les pauvres à Pompidou. Si vous saviez ce qu'ils ont connu comme avatar lors du montage du projet Réalité Virtuelle, ça a été particulièrement dur. Ça nous a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc on a créé un logiciel de toutes pièces sur un modèle théorique qu'on a testé, qui a permis de recréer des sons qui ressemblent à l'acouphène, tellement que beaucoup de patients nous ont demandé la copie du fichier son pour pouvoir le faire écouter à leurs proches. Parce que ça, c'est un vrai souci aussi. J'entends un son, mais quel son? Tandis que s'il est gravé sur un CD, ça a plus de poids. Et l'objectif théorique de tout ça, c'était de donner aux patients la possibilité d'agir volontairement et en temps réel sur la localisation spatiale de l'acouphène. C'est-à-dire, on a sélectionné des patients qui avaient des acouphènes perçus essentiellement dans une oreille. On recréait l'acouphène, et en fait, le but du jeu, c'était avec une sorte de baguette magique, d'attraper le son, de le faire se déplacer de l'oreille acouphénique jusqu'à l'autre, ou de le mettre avec un autre son, ou d'en faire exactement ce qu'on veut, avec à la fois l'image visuelle de la baguette qui se déplace, l'image tactile, du fait d'être maître du mouvement, et l'image auditive qui se déplace en temps réel dans la scène visuelle. Donc on pouvait avoir par exemple un son ici, l'acouphène sur la baguette. Je peux par exemple dire, je tourne la tête comme ça, j'entends mon acouphène dans l'oreille contralatérale et le bruit sur mon oreille qui normalement est acouphénique. Ou je peux faire l'inverse.
Et ça se rapproche beaucoup de ce que moi j'ai fait quand je me suis marié et que j'ai mis la bague. C'est que j'ai passé un long temps à la manipuler. Le fait d'avoir une prise sur le signal, de pouvoir le gérer à ma convenance, c'est probablement une des raisons essentielles qui a fait qu'à un moment j'ai fini par l'oublier. Alors ça porte un nom, ça s'appelle de l'agentivisation. C'est pas du tout pareil d'être confronté à quelque chose sur lequel on a une prise ou d'être confronté à quelque chose sur lequel on ne peut mettre. Si je fais ça, moi ça m'embête pas. Je sais quand ça va s'arrêter. Vous, dans 5 minutes, vous avez envie de me donner des claques. Alors, un tracking en temps réel, 2 têtes de baguette pour l'avatar. Donc vous avez la position de la tête traquée en temps réel, la position de l'avatar traquée en temps réel, un casque vidéo 3D, un casque audio 3D et un retour haptique, donc un retour tactile par la manipulation de la baguette. Et finalement, l'acouphène, c'est 3 entrées sensorielles en même temps. C'est une entrée auditive, le patient entend un son. Une entrée visuelle, il voit un objet se déplacer. Et une entrée tactile, il sait exactement où il le déplace avec le retour de ses muscles. Si vous avez une image de la cabine d'audiométrie qui a été spécialement adaptée pour l'expérience, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est le système l'explication du montage avec les différents ordinateurs. Et ici, vous avez l'entrée dans la scène où le patient va en fait voir ici une espèce de scintillement qui représente son acouphène. Il a une baguette magique dans la main, il va attraper l'acouphène et l'acouphène va ensuite être scotché au bout de la baguette et il pourra en faire exactement ce qu'il veut. Ici, vous avez la situation d'une patiente. Sa tête est en permanence suivie par les caméras infrarouges qui sont ici. La position de l'acouphène est en permanence traquée par les caméras infrarouges. Et ici, vous avez le scintillement dans la scène visuelle. C'est ce qu'elle voit. Ici, il y a un plot avec un son. Et le patient va se déplacer dans des ambiances qui sont la campagne, la ville, une maison, qui sont de plus en plus compliquées, avec des sons de plus en plus désagréables, pas tout à fait sympathiques, dans lequel il lui est demandé de se déplacer et de faire exactement ce qu'il veut avec son acouphène. Nos statisticiens nous ont dit qu'il fallait 150 patients. On a comparé la réalité virtuelle à une prise en charge conventionnelle de l'acouphène que sont les thérapies cognitives et comportementales. Et on a pour l'instant des analyses qui ne portent que sur ce qui s'est passé au cours des premières séances de réalité virtuelle. C'est ce que je vais vous donner comme premier résultat. Il n'y a rien de définitif, je le répète, je ne sais pas si c'est un traitement, je sais juste qu'on a réussi à obtenir ces résultats. Et il n'y a pas se ruer demain à l'hôpital européen Georges Pompidou pour bénéficier de ce truc-là. On ne sait même pas si c'est encore tout à fait utile. Et ce qu'on a d'abord voulu vérifier, c'est si on était capable de donner aux patients ce sentiment d'immersion dans la scène visuelle et dans la scène auditive. Alors l'immersion, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la réalité virtuelle. Quand vous êtes au cinéma ou devant un jeu vidéo, vous pouvez être immergé dans le cinéma ou dans un jeu vidéo. L'exemple type, c'est ce qui est arrivé au premier spectateur de l'entrée du train dans la gare de La Ciotat, filmé par les frères Lumière à la fin du siècle d'avant, pas le dernier mais l'autre d'avant, où les patients sont physiquement sortis de la salle tellement ils ont cru que le train allait leur arriver dans la figure. Maintenant, ça n'arriverait plus à aucun d'entre nous. On ne s'immerge pas autant devant un écran de cinéma. Maintenant, il y a certains films où on a franchement l'impression d'être dedans. Le dernier qui peut éventuellement l'impression d'être vraiment physiquement dedans, c'est Avatar. Avatar, le nom n'est pas pour rien, c'est de la 3D, donc on vous donnait quand même l'impression d'être plongé dans un monde virtuel. Alors, première bonne surprise, on a été capable de recréer des sons qui ressemblent à l'acouphène, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Et quand on demandait aux patients de scorer la ressemblance de l'acouphène, de leur acouphène au son qu'ils avaient recréé, la ressemblance était de quasiment 8 sur 10, ce qui est excellent. Le sentiment de présence, ici, est extrêmement élevé. L'échelle est sur 70, ici, des scores à quasiment 50. Pour les spécialistes de la réalité virtuelle, ça veut dire que les patients étaient physiquement dedans. Un bon point aussi, c'est le fait d'être immergé dans la situation de réalité virtuelle et de manipuler l'acouphène n'a pas déclenché des états d'anxiété majeurs, ce qui aurait pu arriver. C'est très anti-naturel pour le patient
de faire ce qu'il veut avec son acouphène. Ça aurait pu l'inquiéter beaucoup. Au contraire, l'anxiété après était plutôt plus basse. Et le niveau, j'ai appelé ça le mal de réalité virtuelle, parce que comme on peut avoir un mal des transports ou être malade dans une salle de cinéma si les images défilent trop vite, il peut arriver la même chose en réalité virtuelle. Le niveau de mal de réalité virtuelle était très faible, mais il faut noter ici une grande variabilité. Il y a des patients qui avaient, entre guillemets, qui se sentaient vraiment pas bien, avec des nausées, des sensations très inconfortables, et ça en a conduit 2 à arrêter l'expérience. Donc c'est pas non plus adapté certainement à tous les patients. Donc la méthode était bien acceptée, l'acouphène était bien recréé, les scores de présence élevés, les durées d'immersion assez longues, les patients ne sortaient pas volontiers de là. On leur donnait toujours la possibilité d'arrêter quand ils voulaient, l'expérience, mais ils y restaient au contraire, ils trouvaient ça même plutôt sympathique et parfois même apaisant pour certains d'entre eux. Pas beaucoup de mal de réalité virtuelle et un niveau d'anxiété qui était plutôt en diminution après les séances. Et puis surtout, et ça c'est peut-être le premier résultat intéressant qu'on va essayer de publier bientôt, c'est que il y avait une excellente corrélation entre la qualité de recréation de l'acouphène et la qualité d'immersion. C'est-à-dire que plus l'acouphène était recréé de façon ressemblante, et plus les patients avaient l'impression d'être vraiment immergés dans le monde virtuel. Ce qui, a posteriori, donne de la consistance, en fait, à la qualité de la recréation d'acouphène chez les patients qui ont été capables de le recréer de façon correcte. Et un des principaux prédicteurs de la qualité d'immersion, en fait, c'est le fait que l'acouphène soit vraiment effectivement ressemblant à la perception des patients. On estime, en première ligne, comme ça, et ça va être justement l'objet d'analyses statistiques qui sont en cours, que les patients qui étaient correctement immergés et qui ne se sentaient pas malades à l'intérieur ont probablement un excellent pronostic. C'est ceux qui sont bien dans la scène de réalité virtuelle, ils ont effectivement l'impression de manipuler quelque chose qui ressemble à leur acouphène, et on devrait probablement, par effet de modulation cérébrale, probablement réussir à faire quelque chose sur la perception qu'ils ont de leur acouphène. Il y a ceux qui sont vraiment de mauvais pronostics, c'est les patients qui n'ont pas de mal de la réalité virtuelle, qui ne se sentent pas malades dans la scène, mais qui n'ont aucune qualité d'immersion. Ceux-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas dedans, ça ne leur fait rien, ça ne leur rend pas malade, ça ne leur donne pas l'impression d'être immergés dans de la réalité virtuelle, et eux, probablement, c'est des patients qui seront finalement des échecs de la technique. Et puis, il y a des patients qui ont un pronostic bon ou moyen, selon qu'on regarde l'affaire, c'est ceux qui sont, pour la première séance, parce que ça c'est l'analyse de la première séance, dans un état, qui se sentait un peu nauséeux ou qui se sentait mal à l'aise dans la scène de réalité virtuelle. Or ça, on sait qu'à mesure qu'on fait les séances, et on en avait 8 de prévues dans le protocole, eh bien, la tolérance de la réalité virtuelle s'améliore avec le temps. Donc il est assez probable que ces patients-là, quand ils basculeront dans le côté réalité virtuelle mieux tolérée, eh bien, leur acceptation de la méthode sera meilleure et possiblement le résultat meilleur. Je vais conclure en vous disant que ça n'est pas les seules techniques de prise en charge d'acouphènes dont l'objectif est de changer le fonctionnement cérébral. Il y en a d'autres. La réalité virtuelle en est une, très exotique, qui n'est pour l'instant utilisée que dans notre centre, à titre expérimental, sans garantie du résultat pour l'instant. Mais on utilise aussi des stimulations magnétiques qui consistent à délivrer des champs magnétiques intenses sur les cortex auditifs qui sont supposés dysfonctionnels. On sait que c'est actif, c'est peu actif, pas chez tous les patients, et c'est assez lourd à mettre en place, donc on ne sait pas quel avenir ça aura. Et il y a même, ça a été fait déjà plusieurs fois, en particulier en Belgique, et il y a quelques cas qui ont été faits en France, de stimulation cérébrale, où on va ouvrir le cerveau pour aller stimuler directement le cortex pour calmer l'acouphène. Si je devais choisir, je préférerais la réalité virtuelle. Peut-être que si j'étais très invalidé, et peut-être que si les autres techniques conservatrices n'étaient pas efficaces, ce serait quelque chose qu'on pourrait considérer, que je pourrais considérer, si jamais je ne réussissais pas à m'en sortir autrement. Maintenant, clairement, il ne faut pas faire prendre un risque aux patients plus important
avec la technique thérapeutique qu'avec la maladie elle-même. Donc c'est des discussions qui sont presque éthiques à ce niveau-là, qui sont que peut-on proposer à un patient qui déclare une souffrance importante et chez qui on pourrait éventuellement proposer quelque chose de si agressif. Alors moi, c'est vraiment la dernière diapo. Je vais traduire ça du mieux que je peux de l'anglais. C'est la devise d'une fondation de recherche allemande qui a un financement privé assez important. Même si vous avez déjà essayé, même si vous êtes déjà trompé, ça n'est pas grave. Réessayez. Retombez. Mais tombez un peu mieux que la fois d'avant. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas la solution, mais en tout cas on cherche. Voilà, merci beaucoup.